Chunk 1. Je me souviens d'un « si je peux prendre un peu de temps ». Vas-y, je dois expliquer ça un peu. Nous étions en train de tourner une scène censée se dérouler sur la plage. C'était dans un studio d'enregistrement. En 1958, la femme de Rock Hudson a tendu un piège dans leur maison hollywoodienne. Elle lui a posé une question qui a tout changé. Un détective privé a secrètement enregistré sa réponse. Cette cassette a disparu pendant 65 ans. Quand elle a finalement refait surface, le monde a entendu Hudson admettre quelque chose qui aurait pu le détruire. Ses propres mots ont révélé pourquoi son mariage était un faux, pourquoi des gens puissants l'ont protégé et pourquoi il a vécu dans la peur jusqu'à sa mort en 1985. Voici la conversation qu'Hollywood n'a jamais voulu que vous entendiez. L'histoire de Brock Hudson a commencé dans un endroit éloigné des plateaux de cinéma et des tapis rouges. Il est né Roy Harold Scherer Jr. le 17 novembre 1925 à Wetka, dans l'Illinois. Ses parents, Catherine Wood et Roy Harold Scherer Sr., étaient des travailleurs ordinaires qui essayaient de joindre les deux bouts en ces temps difficiles. Wetka était calme et modeste. Rien à voir avec le monde hollywoodien qu'il allait conquérir plus tard. La Grande Dépression a durement frappé l'Amérique et la famille Scherer en a ressenti le poids. Alors que Roy n'était qu'un enfant en bas âge, son père a perdu son emploi de mécanicien automobile. Luttant et incapable de faire face, Roy Sr. a quitté la famille. C'est arrivé avant que Roy n'ait 4 ans. Cet abandon précoce a laissé des marques profondes dans le cœur du garçon. Il a façonné sa façon de voir le monde et le suivrait pour le reste de sa vie. Les choses ne se sont pas améliorées. Sa mère s'est remariée, choisissant un homme nommé Wallace Fitzgerald. Fitzgerald était un officier de marine à la retraite qui dirigeait la maison avec une discipline stricte. Roy ne voulait pas d'un nouveau père et il ne voulait certainement pas d'un nouveau nom. Mais il n'avait pas le choix. Fitzgerald l'a adopté, a changé son nom de famille en Fitzgerald et s'attendait à ce qu'il obéisse. Le garçon se sentait impuissant. Son nom de naissance lui a été retiré, tout comme son sentiment d'appartenance. Chunk 2. Vivre sous le toit d'un homme qui exigeait l'ordre et le respect à tout moment rendait la vie à la maison tendue. Ses premières années ont été remplies de confusion et de frustration, laissant Roy désespéré de trouver une issue. Même à l'adolescence, les choses ne se sont pas mises en place. Roy rêvait de jouer la comédie. Il voulait être sur scène, mais il y avait un problème. Il n'arrivait pas à mémoriser ses textes. Au lycée, ce défaut lui a coûté rôle après rôle. Il a auditionné pour des pièces de théâtre, mais il n'a cessé d'échouer. Les enseignants et les camarades de classe le voyaient comme un garçon incapable de percer dans le théâtre. La même difficulté l'a suivi lorsqu'il a essayé de percer à Hollywood. Les agents de casting n'étaient pas impressionnés par son beau visage et sa grande taille s'il n'arrivait pas à prononcer ses répliques. Pourtant, il a continué à essayer. Rejet après rejet aurait pu mettre fin à ses espoirs, mais Roy a refusé d'abandonner. Cette détermination ferait de lui un jour une star. Avant qu'Hollywood ne lui donne une chance, le monde l'a appelé à servir. De 1944 à 1946, Roy a rejoint la marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a travaillé comme mécanicien d'avion aux Philippines. Ce travail n'était pas glamour, il était dur, dangereux et vital. Les mécaniciens comme Roy maintenaient les avions en vol, les missions en cours et le combat vivant dans le Pacifique. Sa taille, 1,35 m, le faisait ressortir parmi ses camarades marins. Mais c'est son éthique de travail et son courage qui le distinguaient vraiment. La guerre lui a appris la discipline, elle lui a appris la résilience, et elle l'a préparé aux batailles qu'il allait affronter plus tard à Hollywood. Après avoir servi comme mécanicien d'aéronefs dans la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, Rock Hudson est rentré chez lui en 1940. Il a déménagé à Los Angeles avec un seul objectif en tête, devenir acteur. Mais percer à Hollywood était bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Il n'avait aucun contact.
Il n'avait aucune formation officielle. Chunk, 3. Pour survivre, il travaillait comme chauffeur de camion. Cela payait les factures, mais ne lui procurait aucune joie. Ce qui le distinguait, c'était ce qu'il faisait après le travail. Hudson restait debout pendant des heures devant les portes des studios. Il serrait sa photo d'identité et ses CV, espérant que quelqu'un d'important le remarquerait. Il remettait sa photo à quiconque pouvait l'aider. Jour après jour, il s'est présenté, malgré le fait d'être ignoré ou renvoyé. Sa persévérance était incroyable. Son désespoir était réel. En 1947, sa chance a finalement tourné. Un agent puissant, nommé Henry Wilson, a repéré sa photo. Wilson était célèbre pour transformer des inconnus en stars. Il pensait qu'Hudson avait du potentiel, mais il pensait aussi que Hudson avait besoin d'une transformation totale. La première chose à disparaître a été son nom. Wilson a créé Rock Hudson. Rock pour le rocher de Gibraltar, pour suggérer la force. Hudson pour la rivière, pour suggérer la puissance et le flux. Le nouveau nom était fort, simple et facile à retenir, mais la transformation est allée plus loin. Wilson a organisé des cours de théâtre, un coaching vocal, des soins dentaires et même une correction de la posture. Hudson n'aimait pas son nouveau nom, mais il l'a accepté. Il savait que c'était son ticket d'entrée à Hollywood. Son premier rôle au cinéma est arrivé en 1948. C'était un petit rôle dans Escadrille de chasse. Hudson n'avait qu'une seule réplique, mais il lui a fallu 38 prises pour la prononcer. Il était nerveux. Il n'avait aucune expérience. Le réalisateur était furieux. Il a crié sur Hudson, le traitant de grand arbre stupide parce qu'il restait raide devant la caméra. Ce moment aurait pu le briser. Au lieu de cela, il l'a alimenté. Chunk 4. Hudson a pris plus de leçons. Il a travaillé plus dur. Il a juré de ne plus jamais se sentir aussi humilié. Plus tard cette année-là, Universal Pictures a acheté son contrat à Warner Brothers. Ils croyaient en son potentiel. Ils l'ont envoyé au meilleur professeur de théâtre. Il a appris l'élocution, la danse, l'escrime, le chant et l'équitation. Tout ce dont un acteur principal avait besoin. Lentement, il s'est amélioré. Ses petits rôles sont devenus plus importants. Sa confiance a grandi. Universal lui a donné chance après chance parce qu'il voyait ce qu'il pouvait devenir. Entre 1948 et 1954, Hudson est apparu dans 28 films. Au début, il a joué des rôles non crédités ou des personnages mineurs, mais il n'a cessé de s'améliorer. Il a commencé à obtenir des rôles principaux dans des westerns et des films d'aventure. En 1952, il a joué dans des films comme Scarlet Angel et Quelqu'un a-t-il vu ma fiancée? En 1954, il a repris le rôle de Bob Merrick dans Le Secret magnifique et a changé sa vie à jamais. Hudson jouait un playboy imprudent dont les actions égoïstes ont conduit à la mort d'un médecin. Les choses ont empiré lorsque son erreur a rendu aveugle la veuve du médecin, jouée par Jane Wyman. Mais l'histoire ne s'est pas terminée en tragédie. Son personnage était rempli de culpabilité et a décidé de changer. Il s'est entraîné pour devenir neurochirurgien et a sauvé la femme qui l'avait blessé. Ce qui est fou, c'est que ce rôle a d'abord été offert à Jeff Chandler, qui l'a refusé parce qu'il le trouvait trop mièvre. Ce choix a ouvert la porte à Hudson. Le film a rapporté plus de 5 millions de dollars au box-office américain, ce qui était énorme à l'époque. Même si les critiques ont été mitigées, les couleurs vives et le style émotionnel du film en ont fait un succès. Jane Wyman a obtenu une nomination aux Oscars et Hudson est passé d'un visage dans la foule à un acteur principal qu'Hollywood ne pouvait ignorer. À la fin de cette même année, la popularité de Hudson a grimpé en flèche. Il est devenu la 10e star la plus populaire en Amérique en 1954. Modern Screen Magazine, un grand nom de la culture des fans à l'époque, l'a qualifié d'acteur le plus populaire de l'année. Chunk 5. Ce titre ne concernait pas seulement l'argent. Il montrait à quel point le public l'aimait. En une seule année, il est passé de presque inconnu à un nom familier. Son visage était partout.
Des magazines aux émissions de radio, les fans ne pouvaient plus s'en passer et Hollywood savait qu'ils avaient trouvé leur prochaine grande star. Hudson n'a cessé de faire ses preuves. En 1955, il a joué dans Tout ce que le ciel permet, incarnant un jardinier au bon cœur qui tombe amoureux d'une riche veuve. Leur romance a choqué leur petite ville et a donné beaucoup à parler au public. L'année suivante, il a joué dans Écrite sur le vent, un drame sauvage sur la cupidité, les problèmes familiaux et les secrets au Texas. Ces deux films ont montré que Hudson n'était pas seulement beau, il pouvait apporter une émotion profonde à l'écran. Il est devenu connu comme le héros romantique ultime des années 1950. Son travail dans ces films a contribué à façonner les histoires d'amour hollywoodiennes pour les années à venir. Mais c'est Géant en 1956 qui a marqué le sommet de sa carrière. Hudson a joué Bick Benedict, un fier baron du bétail du Texas. Le film suivait la vie de Bick alors que le Texas changeait autour de lui. Hudson a joué aux côtés d'Elizabeth Taylor et de James Dean, qui a donné sa dernière performance avant sa mort tragique. Le film a coûté 5,4 millions de dollars à produire et a rapporté plus de 454 millions de dollars en tenant compte de l'argent d'aujourd'hui. Hudson a montré une incroyable polyvalence en tant que Bick, passant d'un éleveur têtu à un homme qui a appris à changer avec son temps. Le film abordait le racisme, les classes sociales et les luttes de genre, et il est devenu l'une des plus grandes épopées d'Hollywood. La performance puissante de Hudson lui a valu sa première et unique nomination aux Oscars du meilleur acteur en 1947. Bien qu'il ait perdu face à Yul Brynner, la nomination a prouvé qu'Hudson était plus qu'un simple beau visage. Elle a montré qu'il pouvait offrir des performances profondes et émouvantes qui restaient avec le public. Dans les années 1950, Hollywood était un endroit où les secrets pouvaient faire ou défaire une star. Rock Hudson était l'un des plus grands noms de l'époque, connu pour sa beauté et son charme. Mais dans les coulisses, les murmures sur sa vie privée menaçaient comme tout. En 1945, un magazine appelé Confidential était sur le point de le démasquer. Son agent, Henry Wilson, savait que cela pourrait ruiner la carrière de Hudson. Wilson, célèbre pour protéger l'image de ses sauteurs, a mis au point un plan. Il a fait en sorte que Hudson épouse sa secrétaire, Phyllis Gates. Chunk, c'est ça. Ce n'était pas de l'amour, c'était une manœuvre pour faire passer Hudson pour un père de famille parfait. Ils se sont mariés à Santa Barbara le 9 novembre 1955. Seules quelques personnes étaient présentes, dont Wilson. Hudson a déclaré à la presse que son mariage était sa plus grande bénédiction, mais ses proches savaient que tout était faux. Le studio a même échangé les secrets d'autres stars aux tabloïds pour garder ceux d'Hudson cachés. Phyllis Gates avait rencontré Hudson en octobre 1954 chez Wilson. Cette rencontre n'était pas aléatoire. Wilson l'avait organisée dans le cadre de son plan. En quelques jours, ils ont été vus ensemble et les rubriques Nez de Potin ont parlé d'une romance. Début 1955, Gates a emménagé dans la maison d'Hudson sur Sunset Boulevard. Tout ce qu'il faisait était mis en scène pour ressembler à une vraie relation. Certains rapports ont révélé plus tard que Gates savait depuis le début que c'était faux. Il y avait même des allégations selon lesquelles elle était également gay, ce qui faisait d'elle la partenaire idéale pour cet acte. Leur soi-disant histoire d'amour n'était en réalité qu'un contrôle des dommages. Tous deux jouaient des rôles dirigés par l'agent le plus puissant de la ville. Leur mariage n'a pas duré longtemps. Après une courte lune de miel en Jamaïque, les choses se sont effondrées. Gates a déclaré que leur vie sexuelle était précipitée et froide. Hudson lui a dit un jour « Toutes les femmes sont sales ». Cela s'y a fait très mal. Elle a commencé à recevoir des appels tard dans la nuit de jeunes hommes se faisant passer pour des fans. Hudson restait dehors tard, ne rentrant souvent qu'au matin. Les rumeurs sur ses liaisons avec des hommes se sont intensifiées. Un ami a confirmé plus tard que Hudson était avec un autre homme pendant le tournage d'Adieu aux armes en Italie.
En 1957, le mariage était terminé. Gates a demandé le divorce en avril 1958, invoquant la cruauté mentale. Le divorce a été prononcé la même année. Au moment de partager les biens, Hudson n'a pas offert grand-chose. Gates a été choqué quand il lui a offert juste un peu d'argent, sa voiture et aucun endroit où vivre. En colère et désespérée, elle a renvoyé son premier avocat et en a engagé un nouveau. C'est alors que Fred Otach, un détective privé, est entré en scène. Chunk 7. Otach était célèbre pour dénicher des saletés sur les stars hollywoodiennes. Gates voulait des preuves de la vie privée de Hudson pour s'en servir comme levier. Finalement, Hudson a accepté une meilleure offre. Gates a obtenu leur maison, $250 par semaine pendant 10 ans, ce qui représenterait environ 1,3 million de dollars aujourd'hui, et des actions de sa société de production. La lutte acharnée a montré à quel point la confiance avait disparu entre eux. En janvier 1958, la vie de Rock Hudson a pris une tournure sombre derrière les portes closes de sa propre maison. Sa femme, Phyllis Gates, l'a fait asseoir et l'a confronté à quelque chose d'inattendu. Un test de Rorschach. Elle a affirmé que ses réponses, où il voyait des milliers de papillons et de serpents, signifiaient plus qu'il ne le pensait. Les papillons, disait-elle, montraient son attirance pour les femmes. Les serpents, insistait-elle, signifiaient une attirance pour les hommes. Gates lui a dit calmement, « Je ne te condamne pas, mais si tu reconnais ton problème, ne voudrais-tu pas faire quelque chose à ce sujet? » Ce qui semblait être le plaidoyer d'une épouse inquiète était en fait une manœuvre dans un jeu plus vaste. Gates, guidé par un détective privé nommé Fred Otach, essayait de rassembler des preuves pour un divorce. Dans les années 1950, un test psychologique pouvait devenir une arme. Et à Hollywood, l'image était primordiale. Cette nuit ne s'est pas arrêtée là. Gates avait tendu un piège et Hudson est tombé dedans. Otach a secrètement enregistré leur conversation, une cassette qui est restée cachée pendant plus de 65 ans. Sur cette cassette, Gates lui a posé une question que personne n'aurait pu imaginer entendre entre un couple marié à cette époque. Elle a dit « Rock, tu es très rapide avec moi sexuellement. Es-tu aussi rapide avec les garçons? » La question était tranchante et brutale. Hudson n'avait que 32 ans. L'homme qui avait été élu l'une des stars les plus désirables au monde était pris au dépourvu. Ce n'était pas seulement le chagrin d'une épouse, c'était une embuscade soigneusement planifiée. Gates ne cherchait pas la vérité, elle amassait des munitions. Ce qui s'est passé ensuite a été encore plus choquant. Hudson, acculé et sous pression, a donné une réponse calme et dévastatrice. Il a dit « Eh bien, c'est une conjonction physique. » Chunk 8. Les garçons ne conviennent pas. C'est pourquoi ça dure plus longtemps. Ces mots étaient crus. Ils montraient la douleur cachée d'un homme forcé de vivre deux vies. En 1958, admettre cela, même en privé, était dangereux. Quelques mauvais mots pouvaient mettre fin à sa carrière, à sa sécurité, à tout. Pourtant, il était là, parlant clairement, sur un enregistrement dont il ignorait l'existence. Gates a continué à insister. Elle l'a accusé de ce que les tabloïds et les cercles de potins murmuraient depuis des années. Elle a dit « Tout le monde sait que tu ramassais des garçons dans la rue peu après notre mariage et que tu as continué à le faire, pensant que le mariage te couvrirait. » Hudson a essayé de se défendre. « Je n'ai jamais ramassé de garçons dans la rue. Je n'ai jamais ramassé de garçons dans un bar. Jamais. Je n'ai jamais ramassé de garçons autrement que pour les emmener faire un tour. » Mais le mal était fait. Leur mariage, qui avait commencé en 1945, était terminé en 1958. Lorsque Gates a demandé le divorce, elle a invoqué la cruauté mentale. Le règlement a été énorme. Gates a obtenu leur maison d'Hollywood Hills et $250 par semaine pendant 10 ans. Cela représenterait plus de 1,3 million de dollars aujourd'hui. Pendant des décennies, personne en dehors d'un petit cercle n'a connu ces détails. La cassette est restée enfermée dans les dossiers de Fred Otach. Il avait gardé des secrets pour les plus grands noms, Marilyn Monroe, Judy Garland et d'autres.
Après sa mort en 1992, les dossiers sont restés cachés pendant un certain temps. Puis, dans les années 2010 et 2020, sa famille les a publiés. La vérité a éclaté dans les magazines, les livres et les documentaires. Le monde a finalement entendu ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Lorsque Confidence sur l'oreiller est sorti en salle en octobre 1959, ce n'était pas seulement une autre comédie romantique. C'est le film qui a changé la carrière de Rock Hudson à jamais. Pour la première fois, il a joué aux côtés de Doris Day. Leur chimie a illuminé l'écran. Le public était accro. L'histoire était enjouée et audacieuse pour son époque. Elle suivait deux personnes forcées de partager une ligne téléphonique. Chunk, 9. Hudson incarnait un compositeur au bagout facile. Doris Day était une décoratrice d'intérieur intelligente. Les plaisanteries crépitaient d'allusions. Le film a rapporté 18,65 millions de dollars au box-office. C'était une somme énorme en 1959. Il a occupé la première place des cinémas américains pendant 7 semaines consécutives. Le succès a valu à Doris Day sa seule nomination aux Oscars. Il a également transformé Hudson en roi de la comédie romantique. Le duo est devenu si populaire qu'ils ont tous deux été nommés Alley's Stars of the Year pour 1959. Les fans ne pouvaient plus se passer d'eux. Les femmes adoraient Hudson. Les hommes voulaient lui ressembler. La magie qu'il créait à l'écran était rare. Leurs films étaient frais, drôles et irrésistibles. Le succès du couple a conduit à 2 autres films à succès. Un pyjama pour deux, et c'est sorti en 1961 et a rapporté 7,6 millions de dollars en location. Ne m'envoyez pas de sommes et pas de fleurs a suivi en 1964 et a été un autre succès au box-office. Leurs 3 films ensemble ont établi la norme en matière de comédie romantique. Aujourd'hui, encore, les gens les considèrent comme certains des meilleurs jamais réalisés. Dans les coulisses, Hudson était plus qu'une simple star. Il a pris le contrôle avec sa Seven Pictures Corporation. Il a travaillé comme producteur non crédité sur Un pyjama pour deux. Il a fait de même pour Ne m'envoyez pas de fleurs par le biais de Gibraltar Productions. Ce n'était pas courant pour les acteurs à l'époque, mais Hudson voulait avoir son mot à dire dans sa carrière, et il l'a eu. Ses films n'ont pas seulement diverti, ils ont rapporté de l'argent et lui ont donné du pouvoir. Son talent n'est pas passé inaperçu. Entre 1959 et 1963, Hudson a remporté le Golden Globe de l'acteur mondial préféré au cinéma pendant 4 années consécutives. Ce genre de série était rare. Cela a montré à quel point le public l'aimait. Il s'est tenu aux côtés de stars comme Cary Grant et Tony Curtis, comme l'un des acteurs les plus admirés au monde. Chunk 10. Hudson ne se contentait pas d'être un séducteur. Il a créé ses propres sociétés de production. D'abord, Seven Pictures Corporation, puis Gibraltar Productions. Cela lui a donné de la liberté. Il a choisi des rôles qui l'intéressaient. Il a partagé les bénéfices. Il avait son mot à dire sur ce qui se passait. Cette décision l'a aidé à rester au sommet pendant que d'autres s'estompaient. Son sens des affaires lui a ouvert des portes dont de nombreux acteurs ne pouvaient que rêver. Mais toutes les décisions n'ont pas été couronnées de succès. À la fin des années 1950, Hudson a refusé des rôles dans Sayonara, Le pont de la rivière Kwai et Ben-Hur. Tous les 3 sont devenus des films légendaires. Au lieu de cela, il a joué dans L'Adieu aux armes en 1957. Le film a fait un flop. Cela a nui à sa réputation. Hudson a admis plus tard que c'était une grosse erreur. Il a raté la gloire aux Oscars. En 1966, Hudson a pris un autre risque avec L'Obsédé. Le thriller sombre ne ressemblait en rien à ses films habituels. Il a joué un homme piégé dans une nouvelle vie terrifiante. Les critiques l'ont loué, mais le public s'est tenu à l'écart. Le film n'a rapporté que 1,65 millions de dollars. Des années plus tard, les gens l'ont qualifié de chef-d'œuvre, mais à l'époque, c'était un coup dur. Hudson a de nouveau essayé de sortir de son image romantique.
Il a joué dans Tobruk, Commando pour l'enfer en 1967 et La Station Polaire Zèbre en 1968. Les deux films ont montré son côté plus dur. La Station Polaire Zèbre est devenue son préféré. Il a bien marché au box-office, même s'il n'a pas remboursé son budget colossal. Hudson a prouvé qu'il pouvait gérer l'action et le drame, pas seulement la romance. En 1969, Hudson a joué aux côtés de John Wayne dans Les Géants de l'Ouest. Chunk 11. Il a découvert les secrets de la légende. Wayne portait des rehausseurs dans ses bottes, des chaussures minuscules et même un corset pour conserver sa célèbre silhouette. Hudson, avec son mètre 95, était plus grand que le mètre 90 de Wayne. En fait, Hudson était plus grand que la plupart des acteurs principaux de son époque, y compris James Stewart. Sa taille lui donnait une présence unique, mais cela signifiait également que les réalisateurs devaient faire preuve de créativité lorsqu'ils le filmaient avec des co-stars plus petites. Rock Hudson avait été l'une des plus grandes stars de cinéma d'Hollywood pendant des décennies. Mais en 1971, il a pris une décision qui a choqué de nombreuses personnes dans l'industrie. Il a quitté le grand écran et est entré dans les salons américains en prenant un rôle principal à la télévision. À l'époque, cette décision était considérée comme une déchéance pour un acteur majeur. Les gens pensaient que la télévision était l'endroit où allaient les stars en voie de disparition, mais Hudson leur a prouvé qu'ils avaient tous tort. Il a signé pour jouer le rôle du commissaire de police Stuart McMillan dans McMillan et sa femme et a été payé une somme incroyable de 100 000 à 120 000 $ pour chaque épisode. Ce genre d'argent était presque inouï pour les acteurs de télévision à l'époque. Si l'on tient compte de l'inflation, cela représenterait plus de 800 000 $ par épisode aujourd'hui. Il n'y avait pas que l'argent. Les épisodes étaient longs, entre 90 minutes et 2 heures. Ils ressemblaient à des mini-films. Le pouvoir de star de Hudson a fait fonctionner la série et les téléspectateurs ne pouvaient plus se passer de lui. La série a été diffusée du 17 septembre 1971 au 24 avril 1977. Elle a duré 6 saisons et a présenté 40 épisodes long-métrage. Chacun d'eux ressemblait à une soirée cinéma à la maison. Elle partageait sa case horaire du dimanche soir avec d'autres séries à succès comme Columbo et Maude dans le cadre de la programmation de films mystères de NBC. Hudson jouait le rôle du charmant commissaire de police de San Francisco, avec Susan St. James dans le rôle de sa femme intelligente, Sally. Le public les adorait ensemble. Hudson a montré qu'il pouvait faire plus que du cinéma. Il pouvait porter une série télévisée avec à la fois de l'humour et du drame. Et il est resté avec la série du début à la fin, même lorsque la distribution a changé lors de la dernière saison. Hudson ne s'est pas arrêté aux séries policières. Il a également montré son sens de l'humour. Il est apparu dans des émissions de variété populaire comme The Carol Burnett Show et Rowan and Martin's Laugh-In. Chunk 12. Dans le Carol Burnett Show, il a même dansé dans un numéro amusant avec Nancy Walker. La vue de son mètre 95 associé à sa petite silhouette a fait rire tout le monde. Hudson ne voyait pas d'inconvénient à se moquer de lui-même ou de son image de séducteur. Ses apparitions ont permis aux gens de voir une autre facette de lui et l'ont maintenu sous les feux de la rampe. Après McMillan et sa femme, Hudson a entrepris de grands projets télévisuels qui ressemblaient autant à des films. En 1978, il a joué dans Wheels, un drame sur l'industrie automobile américaine. La série, basée sur le roman d'Arthur Haley, avait une distribution énorme et une grande histoire. Hudson jouait un puissant cadre de l'automobile et les téléspectateurs étaient accrochés. En 1980, il a repris Les Chroniques martiennes, basées sur le classique de science-fiction de Ray Bradbury. La mini-série en 3 parties le présentait dans le rôle du colonel John Wilder, dirigeant les missions de la Terre vers Mars. Les critiques ont adoré la façon dont Hudson a apporté de la profondeur au rôle,
en particulier dans les scènes sur la perte, l'espoir et ce que signifie être humain. Alors que d'autres stars de son époque luttaient contre les changements à Hollywood, le choix de Hudson d'embrasser la télévision l'a maintenu pertinent. Il a montré que la télévision pouvait être tout aussi enrichissante que le cinéma. Il est ce qu'il est resté en demande tout au long des années 1980, apparaissant dans des mini-séries et des apparitions d'invités. Sa carrière est devenue un exemple pour d'autres stars de cinéma qui ont ensuite fait le saut vers la télévision. En 1944, Hudson a rejoint la série à succès Dynasty dans le rôle de Daniel Reese. Son salaire était stupéfiant, 100 000 $ par épisode, ce qui représenterait près de 300 000 $ aujourd'hui. Il jouait l'intérêt amoureux du personnage de Linda Evans, Crystal Carrington. C'était son rôle final. Les fans étaient ravis de le revoir sur le petit écran. Mais dans les coulisses, Hudson menait une terrible bataille. En juin 1984, lors de ce qui semblait être une simple visite chez le médecin, Hudson a appris qu'il était atteint du sarcome de Kaposi. C'était un cancer rare qui, à l'époque, était étroitement lié au sida. La nouvelle a été écrasante. Le sida était alors une condamnation à mort, sans guérison ni traitement réel. Hudson a gardé son diagnostic secret, même à ses amis. Il a cherché de l'aide partout, voyageant même à Paris pour des traitements expérimentaux. Pendant tout ce temps, Tim Potter, il a continué à travailler, cachant sa douleur. Le tournage de Dynasty est devenu un cauchemar. Il a dû tourner une scène de baiser avec Linda Evans. Chunk, 13. Les producteurs ont continué à demander des reprises pour la rendre plus passionnée. Hudson, terrifié de la mettre en danger, bien que la science nous dise maintenant qu'un contact occasionnel comme celui-là ne présentait aucun danger, a gardé sa bouche fermée et a utilisé un bain de bouche entre les prises. Plus tard, il a dit que c'était le pire jour de sa vie. Lorsque sa maladie a finalement été révélée en juillet 1945, les médias ont explosé. Les gens s'inquiétaient pour Evans, qui l'avait embrassé à l'écran, et même pour le producteur Aaron Spelling. Les lignes d'assistance téléphonique ont été inondées d'appels paniqués. Le public ne comprenait pas comment le sida se propageait et la peur a pris le dessus. Certains acteurs et membres de l'équipe ont refusé de s'approcher d'Evans. L'incident a forcé l'industrie à faire face à la stigmatisation et à l'ignorance entourant le sida. Evans a soutenu Hudson, utilisant ce moment pour s'exprimer en faveur de la compassion et de la compréhension. La recherche d'un remède par Rock Hudson est devenue l'une des histoires les plus commentées au monde. Après avoir appris qu'il était atteint du sida, il ne s'est pas caché. Il a entamé une recherche désespérée de tout ce qui pourrait l'aider. En juillet 5, il s'est envolé pour Paris. Il s'y est rendu pour essayer un médicament expérimental appelé HPA-23. Il était fabriqué par l'Institut Pasteur et n'était pas disponible aux États-Unis. Mais même à Paris, son combat n'a pas été facile. L'hôpital là-bas ne voulait pas l'admettre parce qu'il refusait de traiter les patients atteints du sida. Ils lui ont dit qu'il devrait révéler sa maladie ou il le ferait à sa place. Hudson n'a pas eu le choix. Sa lutte a fait prendre conscience au monde entier de la difficulté pour les patients atteints du sida d'obtenir un traitement. Les gens ont vu la paperasse, le manque d'options et la peur entourant la maladie. Les médias ont suivi chacun de ses mouvements. Sa bataille a montré le besoin urgent de meilleurs soins et de davantage de financement. Ses amis ont même demandé de l'aide à la Maison-Blanche, mais l'administration Reagan a refusé. Malgré cela, le courage de Hudson a touché des millions de personnes. Son histoire a incité les gens à faire des dons, et après sa mort, le Congrès a rapidement mis de côté 221 millions de dollars pour la recherche sur le sida. Le 2 octobre 1945, Rock Hudson est mort dans son sommeil à son domicile de Beverly Hills. Il avait 59 ans. Chunk, 1964, à peine 3 mois plus tôt, il avait annoncé au monde entier sa maladie. Sa mort a choqué tout le monde. Il a été la première grande star américaine à mourir de complications liées au sida. La nouvelle s'est répandue dans le monde entier.
Les gens qui pensaient que le sida était un problème lointain ont soudainement vu qu'il pouvait frapper n'importe qui, même une icône hollywoodienne bien aimée. La mort de Hudson a ouvert les yeux des gens. Elle a contribué à faire tomber les murs de la peur et de l'ignorance. La pression en faveur de la recherche sur le sida s'est intensifiée. Les dons ont plus que doublé en quelques semaines seulement. Le Congrès a agi rapidement, envoyant de l'argent pour lutter contre la maladie. Ces funérailles ont été remplies des plus grands noms d'Hollywood.